Le vent glacial de mon premier hiver à Sydney pénétrait jusqu'à la moelle de mes os, une sensation aussi coupante que le cristal brisé. Je venais de quitter une vente aux enchères d'art asiatique qui s'était éternisée pendant 3 heures dans le quartier historique des Rocs, où les rues pavées, humides et couvertes de mousse, semblaient dormir sous l'ombre imposante du Harbour Bridge. Depuis 3 ans, mon travail d'expert évaluateur d'antiquité était devenu ma seule bouée de sauvetage, m'empêchant de sombrer dans les marécages de mon passé douloureux. Je me suis arrêté devant la vitrine d'une boutique de mode enfantine de luxe, pensant acheter un petit cadeau pour ma nièce restée en France. Cependant, mes pieds se sont soudainement cloués au sol, et mon souffle s'est coupé net. De l'autre côté de la vitre immaculée, sous l'éclat aveuglant d'un lustre en cristal de baccarat, un homme était agenouillé sur le parquet ciré. Avec une minutie et une tendresse infinie, il enfilait de minuscules chaussures en cuir à un petit garçon d'environ 3 ans, un chérubin aux boucles d'or. À ses côtés, une jeune femme à la chevelure ondoyante souriait avec satisfaction, un sac Birkin en crocodile au bras. Cette scène était d'une beauté parfaite, une image d'Épinal du bonheur familial qui aurait suscité l'envie de n'importe qui. Mais l'ironie du sort voulait que chaque trait du visage de cet homme, de la façon dont il fronçait légèrement les sourcils en faisant les lacets jusqu'au petit grain de beauté derrière son lobe d'oreille gauche, tout m'était aussi familier que ma propre respiration. C'était Amaury. Mon mari. L'homme que je croyais mort dans un terrible accident d'avion 3 ans plus tôt. L'homme pour qui j'avais dépensé une fortune en messe à la Madeleine et en prière pour le repos de son âme. L'homme dont le portrait trônait encore, bordé de noir, dans le salon glacial de mon appartement parisien. Je sentis mon sang se figer dans mes veines, puis bouillir d'une rage volcanique. Pourtant, je ne me suis pas précipité vers eux pour hurler. L'instinct de l'experte en antiquité, habitué à déceler le vrai du faux, a pris le dessus. Garder son calme. Observer. Avant de rendre un jugement sur l'objet devant moi, j'ai reculé, me dissimulant derrière l'ombre d'un réverbère, et avec des mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone. À travers l'écran, zoomé au maximum, je voyais distinctement chaque geste d'affection qu'il prodiguait à l'enfant. Le petit garçon avait ses yeux et son nez, la ressemblance était indéniable. Quant à la femme, je la reconnus instantanément. C'était Solène, son ancienne secrétaire, celle dont Amaury m'avait juré maintes fois, ne sois pas jalouse, ma chérie. Ce n'est qu'une employée. Elle traverse une période difficile et je l'aide simplement. Il s'avérait que cette aide était si complète qu'elle incluait un enfant commun, le manteau en cachemire l'Europiana qu'il portait, la montre Patek Philippe à son poignet et le sac à main valant des milliers d'euros au bras de sa maîtresse. Une douleur lancinante me transperça, tout ce luxe indécent avait été financé par mon argent, par la vente des bijoux de famille de ma mère, par la dispersion de la collection d'antiquités que mon père avait mis une vie à rassembler. Tout cela pour éponger les prétendues dettes de 2 millions d'euros qu'il avait laissées après sa mort. Je mordis ma lèvre jusqu'au sang pour étouffer le sanglot qui montait. 3 ans à vivre comme un spectre, à soigner ses parents, Charles et Béatrice, comme s'ils étaient les miens, à trimer pour payer les dettes d'un fantôme. Et lui, il vivait comme un roi dans ce paradis austral, bâtissant son nouveau foyer sur mes larmes et ma ruine. La vérité, nue et cruelle, était comme un poignard de glace dans mon cœur, déchirant la confiance naïve que j'avais autrefois. Amaury sembla sentir un regard peser sur lui, il leva la tête, ses yeux balayant la vitre vers ma direction. Je sursautai, remontai mon col et tournai les talons, disparaissant dans la foule anonyme. Je ne pouvais pas me laisser découvrir maintenant. Je n'étais pas prête. Un scandale à l'étranger ne ferait que me ridiculiser et les avertirait de cacher leurs actifs. Il me fallait un plan plus sophistiqué, une vengeance froide et calculée, à la hauteur du préjudice subi. Je hélai un taxi et, d'une voix tremblante, demandai l'aéroport Kingsford Smith. Assise à l'arrière, je serrai mon téléphone encore chaud. Cette courte vidéo pesait des tonnes. Je regardais Sydney s'éloigner, flou à travers la pluie ou mes larmes, je ne savais plus. Je savais seulement que Céleste, l'épouse douce et amoureuse, était morte sur ce trottoir. L'oiseau blessé qui retournait en France serait désormais un faucon prédateur. L'avion déchira la nuit, laissant derrière lui les lumières scintillantes. Recroquevillé en première classe, le parfum de la lavande et du cuir ne faisait que raviver les souvenirs. Je refusai le champagne offert par l'hôtesse et demandai de l'eau glacée pour éteindre le feu qui me consumait. Je revécus ce jour fatidique, 3 ans plus tôt, quand les nouvelles annoncèrent le crash en mer. Le nom d'Amaury sur la liste des disparus. Mon évanouissement dans le grand salon haussmannien, le réveil à l'hôpital américain de Neuilly,
entouré des pleurs théâtraux de ma belle-mère. On n'avait retrouvé que des débris et des restes non identifiables. L'identification par dossier dentaire et ADN avait été faite. La douleur m'avait aveuglé à l'époque. J'avais serré son portrait en pleurant toutes les larmes de mon corps, incapable de questionner les incohérences du rapport légiste. Après les funérailles sans corps au Père-Lachaise, mon enfer avait commencé. Les créanciers, tels des vautours, avaient envahi notre hôtel particulier. Ils brandissaient des reconnaissances de dettes signées par Amaury. 2 millions d'euros. Ils disaient qu'il avait tout perdu dans des investissements à risque. Ses parents, Charles et Béatrice, jouèrent parfaitement les victimes. Charles eut une attaque, cloué au lit, et Béatrice sombra dans une dépression tyrannique. Céleste, ma fille chérie, gémissait Béatrice, Amaury nous laisse ruiner. Nous sommes vieux. Nous ne comptons que sur toi. Ne nous abandonne pas. Par loyauté, par amour pour mon mari, j'avais accepté. J'avais vendu l'appartement avenue Foch, cadeau de mon père, et le plus douloureux, j'avais vendu les antiquités inestimables, l'âme de ma famille. Tout ça pour acheter la paix de la famille de mon mari. 2 millions. Ce chiffre dansait maintenant dans ma tête, moquant ma stupidité. En juxtaposant cela avec l'image de la famille heureuse à Sydney, tout devenait limpide. L'argent n'avait pas été perdu. Il avait été transféré dans des paradis fiscaux, devenant la villa, les voitures de sport, la vie de Pacha d'Amaury et de sa maîtresse. Moi, Céleste de Valois, experte capable de distinguer un faux Louis XV d'un vrai à l'œil nu, je n'avais pas vu la noirceur de l'âme de l'homme qui partageait mon lit. Un rire amer m'échappa. Mais ce n'était pas tout. Un frisson d'horreur me parcourut. Je pensais à cette tisane aux herbes, à l'odeur âcre, que Béatrice m'obligeait à boire chaque soir depuis 3 ans. C'est une recette de famille, pour ta beauté et ta santé, ma fille. Tu te donnes tant de mal. Je la buvais avec gratitude. Mais depuis, mes cycles étaient devenus rares, mon corps épuisé, ma peau terne. Je mettais ça sur le compte du stress. Mais maintenant, une hypothèse terrifiante prenait forme, et si cette infusion n'était pas pour me soigner, mais pour me stériliser. Il voulait faire de moi une mule, une machine à cash, sans risque que je me remarie ou que j'aie des héritiers qui réclameraient leur part. Leur cruauté dépassait l'entendement humain. Je serrai mon verre, les jointures blanchies. La bonté mal placée est un poison. Heureusement, j'étais encore vivante. L'avion amorça sa descente vers Paris-Charles de Gaulle. En voyant les lumières de la ville lumière, je pris une grande inspiration. J'étais de retour, non plus en veuve éplorée, mais en Némésie. Le taxi s'arrêta devant l'imposante porte cochère de l'hôtel particulier dans le 16e arrondissement, ma prison dorée. Je ravalai ma nausée et enfilai mon masque de bru du siècle. En entrant, je vis Béatrice allongée sur la méridienne en velours, un masque de beauté sur le visage. Elle hurlait sur la gouvernante, « C'est quoi ça ? Je t'ai dit des crevettes de Madagascar. Tu me donnes du surgelé ? Tu veux m'empoisonner ?» En me voyant, elle se redressa à peine. « Ah, tu es là. Pourquoi si tard ? Ton beau-père va mal. Tu devrais être là plus tôt. Pas un mot sur mon voyage, pas une question sur mon travail. Juste des reproches. » Je posai ma valise sur le parquet de Hongrie. Le vol a eu du retard. « Comment va papa Charles ?» Béatrice renifla. « Toujours pareil, on dépense des fortunes en médicaments. » Et ce projet en Australie ? Tu as été payé ? Il faut payer la clinique, l'électricité, les gages de cette bonne à rien. Je regardais cette femme que j'avais traitée comme une mère. Tout n'était que comédie pour masquer une cupidité sans fond. Je n'étais qu'un chéquier sur pattes. Oui, je suis fatigué. Je vais monter. Demain je ferai les comptes. Elle agita la main. Va, et n'oublie pas le petit déjeuner demain. Pas de grasse matinée. Je montai l'escalier en chaîne, le cœur lourd. Dans notre chambre, sanctuaire devenu tombeau, la photo de mariage me narguait. Le sourire d'Amaury me semblait désormais grotesque. Je pris le cadre photo de notre lune de miel à Venise et le retournai face contre table. C'était fini. Je sortis un vieux téléphone caché au fond de ma valise et insérai une carte SIM prépayée. Je composai le numéro de François, l'avocat de mon père et mon parrain. François, c'est Céleste.
Il était 1 heure du matin. Ma petite? Que se passe-t-il? Ma voix était tranchante comme l'acier. Active le protocole de protection de l'héritage. Isole mes biens propres de ceux de la communauté. Et je veux une enquête discrète sur le crash d'il y a 3 ans. Je soupçonne qu'Amaury est vivant. Un silence stupéfait, puis, compris. Je m'en occupe. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous une bruine grise. Je retrouvai François dans un petit café discret du Marais. Il regarda la vidéo sur la clé USB. Son visage devint cramoisi de colère. L'ordure. Il nous a tous dupés. Je lui dis calmement, je veux tout récupérer. Prépare le divorce et la plainte pour fraude. François sortit un dossier. J'ai fait vérifier le dossier médical d'Amaury. Les dates ont été falsifiées 6 mois avant l'accident par un ami dentiste. Et l'ADN. Le corps retrouvé correspondait à 99% à sa famille, ce qui suggère un proche parent, peut-être un cousin éloigné disparu à la même époque. Tout était prémédité. Amaury avait orchestré sa mort. Je veux construire un mur juridique, François. Et je veux qu'il paie. Je rentrai chez moi et commençai mon jeu d'actrice. Je pleurnichais sur le manque d'argent, servis des pommes de terre à l'eau au lieu du foie gras. Béatrice était furieuse. Tu nous affames? Où est mon jambon Bellota? Je pleurais, les clients ne paient pas. J'ai dû vendre mes dernières bagues. Regardez les avis de saisie. Je lui montrai de faux documents préparés par François. Béatrice pâlit en voyant les dettes. La peur de la pauvreté la gagnait. Je la vis, via des caméras cachées, s'introduire dans le bureau de mon père. Elle caressait un vase Ming avec convoitise. Allô? J'ai des antiquités à vendre. Vite, j'ai besoin de cash. Elle vendait l'héritage de mon père à des receleurs pour une bouchée de pain, croyant sauver sa mise. Je la laissais faire, enregistrant tout. Chaque objet vendu était un clou de plus dans son cercueil judiciaire. Le soir, elle m'apporta sa fameuse tisane. Bois, ma chérie, c'est pour ta santé. Je fis semblant de boire et verser le liquide dans une fiole une fois seule. Le lendemain, le docteur Rousseau, toxicologue et ami, analysa le liquide. Son verdict tomba comme un coup près, Céleste, c'est un mélange médiéval de plantes abortives et stérilisantes. Pris à long terme, cela détruit les ovaires et cause une fatigue chronique. Ils t'ont empoisonné pour te garder docile et stérile. Je ne pleurais pas. Mes larmes étaient taries. Seule restait la vengeance. Je contactai Maître Renard, mon mentor en céramique en Provence. Je lui racontai tout. Indigné, il accepta de m'aider à créer le piège ultime, une réplique parfaite d'un bol à lustre métallique hispano-mauresque, le Saint Graal des collectionneurs. Pour que l'illusion soit parfaite, je dus sacrifier le seul tesson authentique que je possédais, un héritage maternel, pour en faire la poudre qui donnerait l'âge au faux. Pardonne-moi, maman, murmurai-je en voyant le maître broyer le tesson inestimable. C'était le prix de la justice. Je commençai alors à diffuser la rumeur de la vente de ce trésor via Arthur, un courtier à Londres. Comme prévu, un mystérieux acheteur suisse, Monsieur C., mordit à l'hameçon. C'était Amaury. Il voulait ce bol pour légitimer sa collection et blanchir son argent sale, prétendant que c'était pour l'héritage de son fils, le petit Dante. Arthur me transféra la liste des biens de Monsieur C. pour prouver sa solvabilité. Je reconnus avec horreur les pièces maîtresses de la collection de mon père, le vase King, les parchemins anciens. Amaury les avait volés et remplacés par des copies avant sa fausse mort. Il utilisait mon héritage pour bâtir sa nouvelle vie. La haine me donna une énergie froide. Je pris le contrôle de la négociation sous un pseudonyme, jouant la vieille aristocrate nationaliste. Je posais des questions pièges sur des détails techniques inexistants, comme une marque en croissant de lune. Amaury, arrogant et amateur, confirma voir la marque. Il était ferré. J'exigeais que la vente se fasse en France, pour que l'objet revienne sur sa terre natale. Son avidité l'aveugla. Il accepta de venir à Paris. Pour réunir les fonds, Amaury obligea ses parents à vendre leur maison de campagne en Normandie, leur dernier refuge. J'entendis Béatrice pleurer au téléphone, mais elle céda, croyant investir pour son petit-fils. Ils étaient complices de leur propre perte.
Je fournis à Amaury un vrai certificat de datation au carbone 14, basé sur le tesson broyé, scellant sa confiance. Le jour j'y arriva. J'avais préparé la maison comme pour une fête. Rose blanche, grand cru classé de Bordeaux. Béatrice et Charles se réjouissaient, croyant que la fortune revenait. Au milieu du dîner, je leur servis la vérité. Je projetais sur la télévision les vidéos de leur fils vivant la belle vie, et d'eux-mêmes volant mes affaires. Le festin est fini. Dehors. Je les mis à la porte sans pitié. Ils étaient ruinés, sans maison, sans honneur. Le lendemain, Amaury arriva, escorté de gardes du corps, pensant acheter le bol à une vieille dame. Quand j'ouvris la porte, son visage se décomposa. Céleste ? Bonjour, Amaury. Bienvenue en enfer. Je le fis entrer. Il tenta de jouer l'intimidation, puis la séduction. C'est pour nous, chérie. Je vais le vendre et on sera riche. Je lui servis le thé. Tu aimes ce thé ? Rassure-toi, il n'est pas empoisonné comme celui de ta mère. Il voulut voir le bol. Je lui tendis le faux chef-d'œuvre. Il l'admirait, les yeux brillants de cupidité. Juste à ce moment, son téléphone sonna, son complice l'informait que tous ses biens volés avaient été saisis par Interpol grâce à mes preuves. Il était ruiné. Il me hurla dessus, mais François et la police entrèrent. Amaury de Valois, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol et blanchiment. Alors qu'on lui passait les menottes, il suppliait, mais j'ai le bol. Il vaut des millions. Je pris le bol de ses mains et le laissai tomber sur le carrelage. Il éclata en 1000 morceaux, révélant la terre cuite fraîche à l'intérieur. C'est un faux, Amaury. Comme toi. Comme ta vie. Son cri de désespoir fut ma symphonie. Il fut condamné à perpétuité. Ses parents finirent dans un hospice public insalubre. Quant à moi, j'ai transformé l'hôtel particulier en musée. J'ai adopté un petit garçon, Louis, et bien que je ne puisse plus porter la vie, j'ai appris à la donner autrement. Dans le jardin, sous le ciel de Paris, je suis enfin libre.